Bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Rico. Bonsoir. Et voilà, donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois, puisque vous nous avez fait une conférence sur ce parcours éthique en 2018, sur l'homme est-il un animal comme les autres. Et donc, on avait été tellement ravis de vous voir qu'on ne s'est pas privé de ce plaisir pour cette année. Merci de votre invitation. Merci aussi de cette présentation. Je suis content aussi de me retrouver parmi vous pour 1000 raisons que je n'ai pas détaillées, mais que vous devinez un petit peu. Alors, donc, la voie de la conscience, c'est la voie de la conscience morale dont je vais parler maintenant. Et puis, évidemment, je réserverai un temps, après des considérations plus générales, je réserverai un temps à des questions, cette fois-ci très concrètes, qui concernent l'éthique médicale, et en particulier ce qu'il en est de la clause de conscience dans la déontologie, et plus exactement même dans le code de déontologie. La question est en ce moment très controversée, discutée. Vous le savez sans doute qu'au Parlement, il y a des pressions très fortes pour supprimer la clause de conscience telle qu'elle existe dans la loi, pour ne la réserver qu'à ce qui existe dans le code de déontologie. Et donc, c'est des choses qu'il faudra essayer de clarifier. J'essaierai de le faire en fin de parcours, bien avant la fin du parcours d'ailleurs. Donc, la voie de la conscience, déjà, il y a un problème de terminologie. Vous savez, les philosophes sont comme ça. Il faut toujours qu'ils commencent par expliquer le sens des mots qu'ils utilisent. Et ce travail de définition est évidemment nécessaire. Alors, la langue française, comme la langue italienne d'ailleurs, avec le mot conscienza, la langue française ne dispose que d'un seul mot pour dire à la fois la conscience psychologique, la conscience intellectuelle, c'est-à-dire le recul sur soi-même dans un regard que l'on peut considérer, et il y a un deuxième sens qui est dit exactement avec le même mot, dans notre langue en tout cas, c'est le sens moral justement. Or, d'autres langues, par exemple les Anglais, par exemple les Allemands, eux ont deux mots pour différencier la conscience que je viens d'appeler psychologique, intellectuelle, et la conscience morale. Les Anglais disent pour la conscience psychologique consciousness, les Allemands Bewusstsein, et puis pour la conscience morale, les Anglais disent conscience, comme nous, la même écriture, et puis les Allemands disent Gewissen. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a deux sens distincts et à distinguer quand on utilise le mot de conscience en français. Alors, sans vouloir rentrer dans des détails un peu trop compliqués, je dirais simplement des exemples. Quand je dis « il n'a plus sa conscience », bon, on comprend tous que c'est la conscience psychologique. Ça veut dire qu'il est inconscient. Il n'est pas inconscient au sens freudien, mais il a perdu sa conscience. Voilà, il est dans le coma. Il est évacué, par exemple. Il a fait un malaise vagal. On sait aussi que des substances peuvent modifier des états de conscience. Là aussi, on est dans ce type de conscience, bien entendu, la conscience psychologique. Quand je dis dans une expression simple et courante, j'ai conscience d'être en retard, par exemple, c'est la même chose, c'est pas évidemment la conscience morale. Il a perdu conscience, il a perdu connaissance, voilà ce que ça veut dire. Et donc, on est dans un registre qui apparemment, parce que je vais revenir sur cette affirmation dans un instant, qui apparemment est radicalement différent de la conscience morale. C'est le mot que l'on utilise aussi pour dire le fameux aphorisme de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », tout le monde connaît ça. Et donc, ce mot de conscience, c'est bien cette fois-ci la conscience morale. Quand je parle d'un cas de conscience, quand je parle d'un examen de conscience, quand je parle d'une objection de conscience, de la clause de conscience, justement, ou d'avoir mauvaise conscience, ou de suivre un directeur de conscience, enfin bref, dans toutes ces expressions, on voit que c'est l'autre sens de conscience qui est mobilisé et qui est en effet différent du premier. Alors, en réalité, il y a un rapport entre les deux mots, parce qu'on ne peut pas avoir de conscience morale sans avoir une conscience psychologique. Mais il y a des choses curieuses dans la langue, c'est que le sens de conscience psychologique a une très longue histoire, mais en réalité, cette histoire, elle commence assez récemment. Autant le mot de conscience morale est utilisé depuis très très longtemps,
On pourrait trouver des équivalents même chez Cicéron. On en trouve beaucoup au Moyen-Âge, on l'utilise beaucoup. Enfin, c'est pas tellement qu'on parle de la conscience morale, mais le substantif conscience n'existe réellement que depuis le XVIIe siècle. C'est un disciple de Descartes, c'est-à-dire Malebranche, qui a popularisé cette notion moderne, contemporaine de conscience, c'est-à-dire avoir une connaissance de soi à travers l'instrument de la conscience. Alors je disais que, bien sûr, il y a une distinction très forte à accepter pour pouvoir en parler normalement, mais on ne peut pas avoir une conscience morale si on n'a pas une conscience tout court, une conscience psychologique, parce qu'il faut examiner, par exemple, des raisons qui font que notre conscience morale nous parle d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose sur quoi on va un petit peu revenir. J'avais été très frappé en lisant un outil absolument remarquable d'ailleurs qui s'intitule « Dictionnaire de la pensée médicale », un très bon dictionnaire, très bien fait. J'avais été frappé par le fait qu'au mot « conscience », à l'entrée « conscience », il n'y a pas la conscience morale. C'est assez étonnant. Il n'y a que la conscience psychologique, c'est-à-dire les états de conscience, tout ce que les médecins, en particulier les médecines de pointe, connaissent bien quand ils travaillent cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un qui a sa conscience, qu'il l'a perdue, qu'il l'a modifiée, etc. Tout ça, c'est très bien expliqué, mais le sens de la voie de la conscience, au sens de la conscience morale, par conséquent, n'est pas l'objet d'une entrée particulière dans le dictionnaire en question, le dictionnaire de la pensée médicale. Donc, j'y insiste, la conscience morale, c'est cette petite voix intérieure, d'une certaine manière, qui vient nous dire ce qu'il convient de faire, ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable. Éventuellement aussi, parce que ça va ensemble, ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas non plus refuser ces mots-là. Mais j'y insiste, il n'y a pas de conscience morale sans conscience tout court, c'est-à-dire sans conscience psychologique, c'est-à-dire sans retour sur soi, sans le retour sur soi qu'implique la conscience psychologique et sans l'usage de nos facultés intellectuelles, rationnelles, de recherche tout simplement de ce qui est, je le disais tout de suite, bien ou mal, et puis de ce qui est vrai ou faux aussi. La conscience psychologique a aussi cette capacité-là. Alors, j'aime bien non pas trop définir la conscience morale, parce que on va voir que c'est pas si simple que ça, j'aime bien, plutôt que de la définir, en donner une illustration. C'est une illustration extrêmement classique. Si vous ouvrez, j'allais dire, presque n'importe quel ouvrage récent, en tout cas sur la conscience morale, vous trouverez un exemple que, par exemple, Paul Valadier, le jésuite qui a écrit un livre sur la conscience il y a une trentaine d'années, ou 25 ans en tout cas, qu'il cite lui-même et que vous trouvez très facilement sur Internet. C'est au moment de Solidarność, c'est-à-dire au moment où, en Pologne, on lutte contre un pouvoir très oppressant, très tyrannique, même il faut le dire, hein, c'est le communisme totalitaire qui règne encore là-bas. Et voici ce que disait un prisonnier, Adam Michnik, au ministre de l'Intérieur. Il avait écrit cette lettre que je vais vous lire, enfin un extrait en tout cas, je vais vous lire. Dans la vie de chaque homme, général, le ministre de l'Intérieur était un général de l'armée, dans la vie de chaque homme, général, vient un moment où pour dire simplement « ceci est noir » et « ceci est blanc », il faut payer très cher. Je m'arrête un instant, pour dire « ceci est blanc, ceci est noir », il faut payer très cher. Alors, c'est l'illustration même que la conscience morale dont il va être question dans la suite du texte s'appuie en effet sur la capacité d'entrer dans la vérité. Parce que le propre d'un régime totalitaire, évidemment, c'est d'être constamment dans des formes de mensonges. Et donc, ceci est noir, ceci est blanc, c'est-à-dire pour affirmer des faits, tout simplement, hein, eh bien, il faut payer très cher. À ce moment-là, le problème principal, poursuit Adam Michnik, n'est pas de connaître le prix à payer, mais de savoir si le blanc est blanc et si le noir est noir. Et pour cela, il faut garder une conscience. Et le mot, évidemment, de conscience ici, c'est la conscience morale, évidemment. Je saute un passage général. On peut être un puissant ministre de l'Intérieur, avoir derrière soi un puissant empire qui étend sa domination de l'Elbe
à Vladivostok, avoir au-dessous de soi toute la police du pays, des millions d'espions et des millions de zloty, la monnaie polonaise, pour acquérir des pistolets, des canons à eau, des systèmes d'écoute et aussi des indicateurs ou des journalistes rampants. Et voici que sort de l'ombre un inconnu qui vous dit « Cela, tu ne le feras pas ». C'est ça la conscience. Voilà, une définition en situation de quelqu'un qui a payé par la prison, évidemment, ici, ses engagements, et qui, dans une occurrence, dans une occasion historique particulière, ose cette affirmation devant la force brute en disant « mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éteindre », et c'est cette conscience que je vous mets en demeure de contrarier, de contredire, mais elle est là et vous n'y pouvez rien. Donc c'est un très beau texte, je crois, et très, très profond. C'est ça la conscience. Cela, tu ne le feras pas. Il y a quelque chose qui bute. Alors, la conscience morale, dans la théologie même, parce que notre Occident est très informé par les débats du Moyen-Âge en particulier, en chrétienté, la conscience dans notre tradition a été fortement discutée. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce qu'il faut toujours la suivre ou pas? Et déjà, on a au XIIe siècle, oui c'est ça, on a un conflit tout à fait instructif, tout à fait intéressant entre deux grandes figures, celle de Bernard de Clairvaux et celle d'Abélard. Bernard de Clairvaux a cette audace qui consiste à dire qu'on commet une faute quand la matérialité d'un acte est mauvais. Jusque-là, vous direz, bah oui, ça va de soi. Sauf que Bernard de Clairvaux va plus loin et il dit quelqu'un qui suit sa conscience, mais qui fait une mauvaise action, tout en suivant sa conscience, commet une faute. Et dans son langage, il dit carrément un péché. Et puis Abélard, lui, qui est son contemporain, dit le contraire, enfin oui, à peu près le contraire. Il dit, mais non, s'il a suivi sa conscience d'une façon droite, ben, il s'est trompé, mais pour autant, s'il était de bonne foi, on ne peut pas dire que l'acte qu'il a commis soit en tant que tel mauvais et répréhensible. Je caricature, je schématise. Thomas d'Aquin arrivera par-dessus tout ça, et comme d'habitude, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a un art de la synthèse. Il va bricoler un petit peu, si on peut dire, mais il va quand même prendre le parti d'Abélard, en gros, pour dire que la conscience est la boussole fondamentale, parce que c'est de là que vient toute impulsion. Bien sûr, il faut vous imaginer que c'est un peu plus compliqué chez Thomas d'Aquin, qu'il faut l'éclairer, cette conscience, qu'il faut admettre qu'elle est un reflet du divin en nous et que, par conséquent, elle est infaillible en ce sens, mais elle est faillible parce que les circonstances, ce qu'on peut rappeler aujourd'hui la raison pratique, peut errer, et cette errance peut provoquer évidemment des actions mauvaises. Mais au bout du compte, il va tenir ferme cette idée et c'est cette idée-là qui finira par l'emporter dans l'histoire, que c'est tout de même la conscience qui est la boussole essentielle. Il y a même un endroit où il va jusqu'à oser dire, alors lui, le théologien, lui, le grand chrétien, il va jusqu'à oser dire que si en conscience, je considère que Dieu n'existe pas, ou en tout cas que je ne dois pas lui rendre hommage, grâce, eh bien, il faut suivre sa conscience, même dans ce cas-là. Voyez. Donc, il va aller très loin, finalement, dans le sens plutôt d'Abélard. Donc, mais c'est une manière aussi de préparer la modernité qui va donner une importance considérable à la conscience. La conscience peut être erronée, mais c'est la conscience. Alors, évidemment, le piège ici, c'est de réduire la conscience à une sorte de voie intérieure indépendante de toute élaboration rationnelle. Et évidemment, certains vont tomber dans ce travers de considérer que, au fond, la raison doit être secondaire, et simplement le sentiment subjectif qui m'est dicté de l'intérieur devrait suffire à m'éclairer. Celui qui prend le plus de risques à cet égard, c'est sans doute Jean-Jacques Rousseau.
au XVIIIe siècle, parce que sa conception de la conscience, qui est archi connue, en tout cas des élèves de terminale, parce qu'on les fait réfléchir sur un texte assez fameux de l'Émile, sa conception de la conscience donc, risque d'évacuer précisément l'importance du jugement sur la valeur morale de ce que j'intuitionne. Il y a donc des limites à toute rationalité qui ne sont pas toujours bien perçues. Je vais donc vous proposer une lecture de ce que Jean-Jacques Rousseau dit dans ce texte que vous trouvez dans Émile ou de l'éducation, c'est au livre 4 exactement. Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi, Rousseau est déiste incontestablement, qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Autrement dit, là où il y a défaillance dans le raisonnement, dans finalement l'état de société, au bout du compte, c'est ce que veut dire Rousseau, il faut en revenir à la nature, c'est-à-dire à cette voie infaillible, instinct, comme vous l'avez entendu, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. Le problème ici, c'est que, évidemment, le pur sentiment en lui-même n'est pas suffisant. C'est un thème que par ailleurs je développe très souvent. Comment une compassion mal éclairée peut donner plus de catastrophes que parfois même l'indifférence. Il arrive qu'il vaille mieux, oui, j'ose le dire, n'être pas compatissant, c'est-à-dire indifférent à la souffrance, par exemple, plutôt que d'être tellement compatissant, mais sans réflexion, que le résultat sera qu'on fera plus de dégâts que de bien à la personne. Quand Salomon, par exemple, dans le psaume fameux, dans ce texte biblique fameux, dit à Dieu, donne-moi un cœur intelligent, justement, il insiste sur cette dimension d'intelligence du cœur qui fait qu'on ne peut pas lui laisser le cœur, qu'on ne peut pas laisser le cœur tout seul. Un exemple que j'aime souvent donner, c'est tout simplement celui d'une fable de La Fontaine, où le jardinier a comme ami un ours, et l'ours aime tellement le jardinier qu'il lui veut du bien, et un jour où il dort, et où une mouche vole sur son visage, l'ours prend un pavé et écrase la mouche, et écrase le visage en même temps du jardinier. Donc, ce geste compatissant était à l'évidence un geste qui n'était pas intelligent, qui ne procédait pas d'un cœur intelligent, et il aurait mieux fait de rien faire et de ne pas compatir à la difficulté que le jardinier avait à s'endormir au moment de la sieste à cause de cette mouche qui le gênait. Donc, bon, c'est un exemple évidemment tiré un peu excessif, mais ce genre d'exemple qui permet de comprendre ce qu'on veut dire ici. Donc, une compassion mal éclairée, une conscience morale mal éclairée peut faire plus de dégâts quelquefois que rien du tout. Donc, il y a chez Rousseau cette tentation de dire ma conscience est tellement et directement reliée à Dieu que je vais en oublier que je dois exercer mes facultés rationnelles pour l'éclairer au maximum. Alors, ça veut dire que pour faire un bon usage de la conscience morale, il convient évidemment non pas de s'abstraire des lois de la morale en disant il y a d'un côté les lois extérieures et de l'autre côté mon fort intérieur. Il s'agit au contraire de faire en sorte que dans le fort intérieur, dans ma conscience privée, subjective, je sois en mesure de rejoindre ce qui a été universalisable, c'est-à-dire ce qui va être audible par tout le monde et qui va permettre de trouver les principes
qui doivent éclairer, guider nos actions. Donc, on ne peut pas dissocier l'intériorité de l'extériorité de la loi, par exemple. Il s'agit bel et bien de retrouver ce qui nous humanise à travers les principes moraux qui nous guident dans la conscience que nous allons essayer d'éclairer au mieux. Il faut retrouver par soi-même ce que la loi morale ordonne. Et je cite ici un auteur qui n'est pas très connu, mais qui est pour moi un des meilleurs philosophes du XXe siècle, c'est Éric Weil. Éric Weil, qui par ailleurs n'est pas du tout d'obédience chrétienne, c'est un juif agnostique, mais peu importe. Voilà ce qu'il écrit. L'homme en tant qu'être moral, c'est-à-dire humain au sens strict, se trouve toujours pourvu de règles. Voilà. Un être humain n'est pas un être humain s'il n'est pas pourvu de règles. Et ce sont ces règles que sa conscience morale l'invite à retrouver et non pas cette sorte de spontanéité plus ou moins intériorisée, cette spontanéité qui nous dispenserait de retrouver ce que la loi morale nous ordonne. Alors, cette position, évidemment, suppose qu'elle ne soit pas relativisée au nom de la conscience, une conscience pure, la loi morale, mais que, comme je le disais tout à l'heure, cette loi morale soit susceptible d'universalisation. Et on sait bien que la conscience peut être plus ou moins éveillée selon les circonstances où elle se trouve, selon les circonstances historiques, selon les circonstances psychologiques aussi éventuellement. L'autre point qui va me servir tout à l'heure de transition avec ce que j'annonçais, c'est-à-dire une réflexion sur la conscience morale du médecin dans l'exercice de son métier, une notion qui me sert ici de transition, c'est celle de loi civile. Loi morale, loi civile. Évidemment, dans les deux cas, il s'agit de loi, mais ce n'est pas la même chose. Vous en doutez. Nos législations démocratiques ont l'immense mérite d'avoir fini par reconnaître la validité, la légalité même de l'objection de conscience. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, comme on le répète à satiété, la loi civile, la loi de la République, mais il arrive que cette loi de la société, cette loi civile, autorise non pas des transgressions de la loi, mais la possibilité pour un individu de faire objection à ce que la loi ordinaire lui enjoint. C'est-à-dire que ce n'est pas extérieur, c'est pas voilà, vous êtes du rétrograde, alors on vous fait une concession. Non, non. L'objection de conscience fait partie intégrante, intrinsèque de la possibilité, dans un dispositif législatif, de ne pas appliquer une loi qui est pourtant une loi commune, une loi démocratique. Donc l'objection de conscience, elle est reconnue par les législations démocratiques. Ça permet d'évoquer la question de la transgression. J'y viens tout de suite. La transgression, elle est toujours possible. Il y a quelquefois, et en particulier dans certains milieux chrétiens, une tentation, une tendance à dire, du moment que ce que je fais est conforme à la loi morale telle qu'on me l'a enseignée, je ne parle même pas ici de la loi civile, eh bien ce que je fais est bien. Ben, ce n'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il faut retrouver ce qui a fondé cette loi. Qu'est-ce qui a fait que cette loi est devenue une loi? Eh bien, je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'elle fait partie d'un processus d'humanisation. Et il peut se trouver que l'application rigide, rigoureuse, sans autre réflexion qu'une application mécanique d'un principe, ne soit pas appropriée. Les lois, qu'est-ce que c'est? Les lois, c'est ce que l'expérience commune de la conscience morale nous a permis de dégager. Ce sont ces fameuses règles que, bon. Alors, mais ce n'est pas parce qu'on les applique mécaniquement, automatiquement, encore une fois, que ce que l'on fait est bien. Il peut se faire que je doive transgresser dans certaines circonstances. Ça ne veut pas dire que je vais nier la loi, elle est très précieuse comme boussole, mais ça veut dire que, vu les circonstances, je n'ai pas pu faire autrement que suivre ma conscience qui me disait là, tu ne peux pas appliquer rigidement la loi.
on connaît tous ça. Par exemple, alors pour prendre un exemple qui ne soit pas du tout comment dire, dramatique, l'exemple du code de la route. Bon, vous êtes, je ne sais pas moi, il y a une grande ligne jaune parce qu'il y a une immense côte qui dure 2 km et il y a une ligne blanche que vous n'avez pas le droit de franchir. Et devant vous, il y a un tracteur qui roule à 15 à l'heure maximum. Il n'y a strictement rien en face. Lequel d'entre vous n'a jamais fini par... alors peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, qui sont restés 2 km derrière le tracteur à 15 à l'heure alors qu'ils pouvaient le dépasser dans des conditions de sécurité suffisantes. Peut-être, mais peut-être que ce sont des gens rigides, justement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Et puis, j'en ai pas eu le moindre remords. Voilà, il y a des fois, il faut... Bon, chacun comprend aussi, avec des exemples encore plus évidents, que vous n'avez pas le droit de vous rabattre sur la gauche, mais si un enfant traverse sur la droite, ben vous vous rabattez sur la gauche pour éviter l'enfant. Enfin, bon, bref, vous ne pouvez pas respecter à la lettre un code de la route. C'est ce qui se produira lorsque les voitures seront automatisées, parce que là, il y aura autre chose. Il y aura tout un dispositif qui, quand il n'y aura plus besoin de chauffeur, hein, c'est pendant quelques années, cette affaire-là, mon exemple ne pourra plus fonctionner. Mais en attendant, il fonctionne. C'est-à-dire que nous savons bien qu'il y a des circonstances de la vie où nous ne pouvons pas rigidement respecter les principes que pourtant, par ailleurs, nous admettons parce que nous savons bien que dans chaque situation singulière, il faut écouter aussi précisément la voix de la conscience. Et donc, cette transgression, elle est légitime, même si elle n'est pas légale au sens strict. Vous le savez sans doute, dans notre histoire occidentale, l'exemple que l'on donne toujours de la conscience, c'est la fameuse affaire racontée par Sophocle, Antigone. Voilà, vous connaissez tous l'histoire. Antigone va périr, va donner sa vie pour que son frère, qui a été traître à la cité, et c'est pour ça qu'il a été condamné à n'être pas inhumé, eh bien, Antigone va risquer sa vie pour jeter sur le cadavre de la terre pour qu'il ait au moins une sépulture, puisque recevoir une sépulture, c'est le fait d'appartenir encore à l'humanité. Alors, c'est un dilemme éthique bien connu, classique. La loi de la cité, c'est que Polynice, son frère, a été traître à la patrie, il a, dans la guerre civile, défié les autorités, donc Créon ne peut pas faire autrement que de le condamner. Mais la condamnation faite par Créon est excessive aux yeux d'Antigone, parce que, pense-t-elle, c'est pas parce qu'on lui arrache la citoyenneté et qu'on le prive en effet des honneurs militaires, c'est le moins qu'on puisse faire en l'occurrence, c'est pas une raison suffisante pour lutter ce devoir d'humanité qui est, c'est pas un jeu de mots parce que c'est l'étymologie, de l'inhumer, c'est-à-dire de lui faire rejoindre l'humus de la terre. Et vous savez bien que humain, humus, tous ces mots-là sont de même racine, c'est vrai en latin, c'est vrai en français, c'est même vrai en hébreu. Donc, il va retourner à la terre, il aura droit à la terre et non pas être dévoré par les vautours. Et c'est ça le risque que prend Antigone. Alors, je glisse ici une petite parenthèse qui est sans doute un peu original par rapport à tout ce qu'on raconte sur Antigone. C'est vrai, c'est une héroïne magnifique et on peut continuer à se servir de cet exemple de quelqu'un qui a bravé les interdits de la cité. Elle a considéré qu'il y avait des lois, comme elle dit, des lois divines qui étaient plus hautes que les lois de la cité. Et en ce sens-là, nous ne pouvons que l'admirer, l'applaudir. Mais il y a quelque chose, on n'est pas nombreux à le faire remarquer, il y a quelque chose dans le texte de Sophocle, quand on le regarde de près, qui est troublant. Elle dit à un moment donné, si au lieu de mon frère, ça avait été mon mari ou mes enfants à qui on avait refusé une sépulture, je ne me serais pas battu de la même façon. Il y a un vers qui dit ça et tout le monde passe à côté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Antigone, ici, explique que les lois divines auxquelles elle se réfère, qui sont plus hautes que les lois de la cité, en fait, ce sont aussi les lois du sang, les lois de la famille. Pourquoi? Parce que ses parents sont morts. Et donc, son frère, elle n'en aura plus jamais d'autre. Celui-là, il est irremplaçable. Tandis que son mari, il meurt, mais elle peut en prendre un autre. Ses enfants, ils meurent, mais elle peut en faire d'autres. Elle peut en avoir d'autres. C'est ce qu'elle dit expressément. Donc, les lois divines qu'invoque Antigone, moi je demande toujours à ce qu'on regarde d'un petit peu plus près
Et je sais que je choque parfois, y compris mes collègues philosophes, quand je leur fais remarquer ce vert qu'ils ne veulent pas voir. Bon, mais laissons cela, c'est qu'une petite parenthèse presque récréative qui veut dire que le rapport de fraternité, le rapport sororal est quelque chose de très, très singulier. Permettez-moi une petite récréation supplémentaire. Vous allez dire que ça vient comme des cheveux sur la soupe, mais lorsqu'en 2006, dans une fameuse finale de la Coupe du Monde perdue par la France, en raison du coup de boule que Zidane avait asséné à je ne sais plus quel joueur italien en face, mais je ne sais plus comment il s'appelait, Maserati, enfin, peu importe. Vous savez pourquoi il avait donné le coup de boule? Parce que l'autre avait insulté sa sœur en plein match. Et ça se fait pas. Ça se fait pas. Et donc là, alors, j'ai jamais rencontré Zidane, mais j'aurais voulu lui demander si il avait insulté sa femme. La sœur, c'est pas rien. Excusez-moi de cette petite récréation au passage. Alors, voilà, si vous voulez, un certain nombre de considérations un peu générales. Je les résume avant de passer au point que j'annonçais sur le problème de la conscience morale en médecine. Alors, premièrement, donc, je résume, la conscience n'est pas la négation de la loi, et elle en est le révélateur. C'est ainsi qu'il faut la définir. Elle est même le lieu de son actualisation, si vous voulez. Deuxièmement, elle se pervertit si elle ne cherche pas à s'instruire, si elle ne cherche pas à s'éclairer. Ça c'est un vrai problème, hein, parce que les gens disent « Oui, mais ma conscience m'a dicté ça, alors je le fais ». Non, c'est pas comme ça que ça se présente. Votre conscience vous a dit ça, mais comment avez-vous éclairé votre conscience? Et justement, avoir une vraie conscience morale, c'est assumer le fait d'accepter de l'éclairer, de l'instruire, et non pas de la laisser flotter dans une pure sentimentalité sous prétexte que ma voix intérieure est plus puissante que tout. Ma voix intérieure elle-même, elle n'échappe pas aux circonstances, et donc il convient de prendre connaissance, et c'est pourquoi la conscience psychologique que je distinguais au départ de la conscience morale retrouve ici toute sa fonction. Je me dois d'éclairer ma conscience morale avec ce que ma conscience psychologique et ce que ma raison d'ailleurs demeurant peut m'indiquer. Donc, elle se pervertit si elle ne s'instruit pas, si elle s'isole et si elle refuse tout simplement la confrontation avec d'autres points de vue que le sien, si elle refuse tout simplement le dialogue. Ça, c'est assez terrible parce que dans beaucoup de questions, y compris des questions cruciales, des questions de l'heure, nous parlons ce soir à la veille d'un débat important à l'Assemblée nationale. On a le sentiment, quand on regarde la commission qui a préparé le débat de demain, que bien sûr, il y avait de la courtoisie dans les échanges, mais il n'y avait pas réellement d'écoute du point de vue de l'autre. C'est un député qui me le faisait remarquer pas plus tard que ce matin. Il me disait, moi j'étais dans la commission, et vraiment j'ai été étonné par le fait qu'on ne s'écoutait pas. On n'écoutait pas les arguments des autres, on haussait les épaules quand on n'était pas du même avis. Enfin, le dialogue, alors le dialogue au sens fort du mot, le dialogos, c'est-à-dire la raison qui circule à travers un échange, dialogos, c'est ce que ça veut dire. C'est pas le fait d'être deux à causer, c'est pas ça l'étymologie. L'étymologie de dialogos, c'est le fait que la raison circule à travers nos échanges. Mais est-ce que c'est bien la raison qui circule ou est-ce que ce ne sont pas des convictions assénées qui ont l'apparence d'une évidence parce qu'elles jaillissent finalement de mon fond compassionnel et cela suffirait pour prendre une position qui serait en elle-même morale parce que suivant la voie de la conscience. Donc on voit que la conscience peut être déformée, déviée par le refus d'inscrire le dialogue, c'est-à-dire la rationalité des échanges, dans les considérations qui vont aboutir à telle ou telle position. Donc, et c'est troisièmement dans ma conclusion, la conscience ne saurait se réduire à n'être donc qu'un sentiment subjectif. Et une conscience morale se doit de fournir ses raisons. Elle ne peut pas se contenter de dire voix immortelle, comme disait Rousseau, instinct divin, voilà, je suis branché directement avec Dieu, donc je sais mieux que les autres ce que je dois faire, puisque moi, j'ai une ligne directe avec
Dieu. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. En plus, c'est une manière, évidemment, de confisquer Dieu à son propre profit, d'une manière qui est assez indécente, puisque la vérité, nous savons que, philosophiquement d'ailleurs et théologiquement, la vérité, on s'en approche, mais on ne la possède pas. Pour les chrétiens, il y en a qu'un qui a dit « je suis la vérité ». Il n'a même pas dit « je possède la vérité », je suis la vérité. Mais nous autres, nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire « je suis la vérité ». Nous ne pouvons dire « nous cherchons la vérité ». Nous sommes en recherche, en permanente. Et jamais ça ne s'arrête d'ailleurs. Hein, c'est là la richesse du doute. Hein. Le pape François insiste beaucoup sur le doute. Ça paraît étrange. Hein. Un homme de foi, un homme de conviction devrait, en tant que pape, rassurer le peuple chrétien en disant « ce que vous croyez, c'est bon ». Il le dit, mais en même temps, il dit « si vous n'inscrivez pas votre foi dans une démarche de doute et d'incertitude, alors vous êtes dans un risque de dogmatisme et de fanatisme ». Il dit ça à peu près comme ça. Hein. Et il reprend d'ailleurs ce que disait son prédécesseur, pape Benoît XVI. Alors, j'en viens à des considérations, cette fois-ci beaucoup moins générales, mais qui restent importantes et qui ne sont pas sans relation avec la philosophie. Je partirai d'un débat que plus personne ne veut avoir aujourd'hui, le débat sur l'avortement. Aujourd'hui, le débat n'existe plus parce que, semble-t-il, on considère que le légal a eu sa fonction et que donc il n'y a plus à discuter, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de problème de l'avortement. C'est une façon de dire que, c'est pourquoi tout à l'heure j'annonçais cette distinction, c'est une façon de dire que la loi civile est la loi morale. Eh bien justement non, jamais une loi civile ne peut s'identifier à une loi morale, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, il y a toujours cette distance qui ne peut pas ne pas être considérée. Et j'en veux pour preuve qu'un certain nombre de voix qui ne sont pas des voix chrétiennes, mais disent la même chose, mais sont complètement inaudibles dans la vie contemporaine. Je pense en particulier à un philosophe qui maintenant arrive à près de 100 ans, qui est tout sauf un ami des chrétiens. Alors là, alors il dirait même pas qu'il est athée, parce qu'il dit si je dis que je suis athée, c'est-à-dire que j'ai déjà une définition de Dieu que je nie, mais je considère que Dieu ne mérite même pas d'être conceptualisé parce que ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Donc il a un athéisme bien particulier, c'est Marcel Conche. Marcel Conche n'est pas très connu du grand public, c'est le maître à penser d'André Comte-Sponville, qui lui est davantage connu. Et Marcel Conche, qui était professeur de philosophie à la Sorbonne et qui continue vaillamment, même dans ses années nonagénaires, à produire un certain nombre de textes, il est farouchement hostile à la légalisation de l'avortement. Et il en donne les raisons. Il explique, mais je vois pas au nom de quoi il y aurait tout d'un coup un changement brutal entre l'avant-naissance et l'après-naissance. Il dit, mais c'est bien le même être humain que j'ai été au départ. Enfin, il développe ça, il l'argumente. Hein. Voilà un exemple. Deuxième exemple, que je prends volontairement aussi en dehors de la sphère chrétienne, c'est la philosophe Monique Cantos-Sperber. Monique Cantos-Sperber, qui a écrit des ouvrages de philosophie morale, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans la sphère catho, dans la cathosphère, si vous voulez, et qui dit, je suis d'accord, alors la différence de Marcel Conche, elle dit je suis d'accord avec la loi sur l'avortement parce que je considère que les femmes doivent pouvoir choisir ce qui leur convient ou pas, mais ça ne supprime pas, ajoute-t-elle tout de suite, la question morale, c'est-à-dire dois-je le faire, dois-je pas le faire, et donc elle fait la distinction très forte entre loi civile et loi morale. Axel Kahn dit à peu près aussi la même chose. Il dit bon, je suis pour la loi Veil, mais il ajoute ça n'empêche pas qu'il y a une question morale. Ben, justement, cet écart aujourd'hui n'est plus admis. Alors, je voudrais faire un petit peu le point, justement à partir de cette proposition récente du Parlement qui voudrait supprimer la clause de conscience spécifique à l'avortement telle que la loi Veil l'avait proposée lors de son vote en 1974, le vote, et 1975, la promulgation de la loi. Elle avait prévu expressément cette clause
à la seule condition que le médecin oriente sa patiente vers un confrère susceptible d'accéder à sa demande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clause de conscience? C'est là qu'on va retrouver notre questionnement sur la conscience morale. Qu'est-ce que c'est qu'une clause de conscience, je dis bien, ce n'est pas une désobéissance civile. Une désobéissance civile, c'est la décision de transgresser volontairement une loi parce qu'on la trouve injuste. C'est Antigone, si vous voulez, tout à l'heure. C'est faire une objection de conscience. Je distingue donc ici la clause de conscience de l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est considérer qu'une loi étant mauvaise, elle doit être changée, et je prends mes responsabilités et je prends mes risques de la transgresser pour dire qu'une valeur plus haute que la loi civile existe et que je veux la défendre. Les objecteurs de conscience, vous le savez bien, ont pris des risques dans les années 70 où elles n'étaient pas acceptées à l'armée, et donc on transgressait la loi, on refusait de porter l'uniforme, donc se sont retrouvés quelquefois en prison, en tout cas au tribunal, et finalement leur transgression a fait évoluer la loi civile qui a autorisé l'objection de conscience, c'est-à-dire nul n'est tenu de prendre un uniforme et un fusil pour tuer un adversaire politique, ce qui peut poser d'autres problèmes, bien entendu, mais au moins l'objection de conscience ici a eu cet effet de faire évoluer la loi. Or, la clause de conscience, ce n'est pas ça. La clause de conscience, ce n'est pas, en tant que telle en tout cas, critiquer une loi civile. La loi civile est la loi civile, c'est la loi commune, c'est la loi de tous, mais c'est la reconnaissance par le législateur lui-même que cette loi peut ne pas être appliquée en raison de réticence, de conviction personnelle. Voilà. Voilà ce que c'est que la clause de conscience. Ça n'est pas une remise en question de la loi sur l'avortement, pour continuer avec cet exemple, c'est le fait qu'on accepte de dire officiellement, légalement, juridiquement, qu'on n'est pas obligé d'appliquer cette loi parce qu'on pressent que quelque chose ne va pas complètement de soi et qu'il faut laisser cette part de l'intériorité individuelle et des raisons qu'on peut invoquer pour défendre une position, on n'est pas tenu d'appliquer cette loi. Donc, bien faire la distinction entre objection de conscience, désobéissance civile et clause de conscience, reconnaissance d'une certaine manière de la loi civile, c'est un autre débat que de discuter si cette loi est bonne ou mauvaise, mais c'est pas le même débat. Ici, c'est simplement dire à l'intérieur même de la loi, il y a cette possibilité reconnue de faire valoir précisément la voix de la conscience morale de chaque individu. L'affaire a fait grand bruit il y a maintenant 3 ans à peu près, je crois me souvenir, parce qu'une clinique de la Sarthe, où il y avait 4 médecins, eh bien, s'est trouvé dans l'impossibilité de pratiquer des avortements parce que 3 médecins refusaient justement par clause de conscience de pratiquer des avortements. Et puis le 4e qui en pratiquait est parti à la retraite, d'où évidemment l'exil, entre guillemets, des femmes qui voulaient malgré tout avorter. Donc il y a eu à ce moment-là un vif débat qui a amené précisément une proposition de loi qui pour l'instant reste encore sous le boisseau, mais qui est là prête à intervenir pour dire que non, on ne peut pas faire valoir la clause de conscience dans ces conditions spécifiques. Alors maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le détail de cette affaire qui est un tout petit peu plus compliquée. Alors, d'abord, je ferai remarquer qu'il n'y a pas que les médecins qui, dans notre législation, ont le droit de faire valoir une clause de conscience. C'est le cas des militaires. Un militaire n'est pas tenu, si sa conscience lui dicte l'inverse, d'obéir aux ordres qui lui sont donnés. C'est reconnu. Donc, il est légal de faire valoir une clause de conscience dans telle ou telle situation. Même chose pour les journalistes. Les journalistes peuvent faire valoir une clause de conscience aussi en fonction du métier qu'ils accomplissent, parce que s'ils n'avaient pas cette possibilité juridique, ils pourraient se trouver dans l'impossibilité de faire leur métier parce que
On le sait bien, il faut qu'ils protègent leurs sources s'ils veulent résister précisément au régime totalitaire où les journalistes doivent obéir au doigt et à la baguette du pouvoir. Donc, il y a d'autres professionnels que les médecins qui sont protégés par une clause de conscience. Ça veut dire que cette clause de conscience, je reviens à mes propos de tout à l'heure, n'est pas réductible à une simple opinion subjective. Ça veut dire à une conviction tolérée. Voilà, vous êtes un peu rétrograde, donc on vous tolère. C'est pas une concession condescendante que l'on fait à une mentalité supposée vraiment rétrograde, réactionnaire, si vous voulez un mot plus dur encore. C'est, j'y insiste, positivement la reconnaissance par le droit lui-même que les questions éthiques ne sont pas terminées, ne sont pas closes par les dispositifs légaux. Voilà. C'est parce que le légal n'est pas le moral, et celui qui dit ça, c'est le législateur lui-même. Il dit le légal n'est pas toujours moral, et c'est pourquoi il y a des clauses de conscience. C'est lui-même qui introduit cette différence. Vous voyez pourquoi j'insiste sur la distinction entre objection de conscience des obéissances civiles et clause de conscience qui est reconnue légalement, qui est parfaitement légale. Voilà. Il est légal d'utiliser la clause de conscience. Et c'est ce verrou-là que certains voudraient faire sauter, au nom du fait que c'est un métier comme un autre, si on peut dire, que celui qui consiste à pratiquer des avortements. Alors, quand on se documente un petit peu, on s'aperçoit que cette clause de conscience, pour les médecins, elle n'existe pas seulement dans notre pays, en France, elle existe en Allemagne, elle existe en Belgique, elle existe en Irlande, elle existe en Pologne et en Suisse. En revanche, dans les pays scandinaves, Norvège, Danemark, je crois, non, Danemark, je ne suis pas sûr, non. Norvège, Finlande et Islande, il n'y a pas de clause de conscience pour l'IVG. C'est-à-dire qu'on considère que c'est la fonction du médecin que de pratiquer ce type d'acte et que donc, si vous ne voulez pas le pratiquer, eh bien, ne rentrez pas en médecine. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez donc la fragilité aussi de la clause de conscience. Alors, il y a une tension éthique ici, indubitable, parce que qu'a dit le législateur, au départ en tout cas, avec la loi Veil? Il a dit que la chose a évolué au fil du temps. Au départ, Simone Veil dit lorsque la femme ne peut pas donner, enfin je résume à ma façon, mais c'est exactement l'esprit. Quand la femme dit « je ne peux pas donner l'hospitalité à l'être que je porte en moi », moyennant évidemment un certain nombre de précautions, ajoutée la loi à ce moment-là, eh bien, c'est une infraction, certes, parce que l'avortement était encore une infraction en 1975, mais elle n'est pas punissable. Elle n'est pas punissable étant donné les circonstances. Voilà. C'était ça le dispositif. Mais le jour qui est arrivé plus tard et dont on ne s'est pas avisé de l'importance, où le code a été modifié pour dire que l'avortement n'était plus une infraction, eh bien on voit que d'une permission, d'une possibilité offerte aux femmes, l'avortement est devenu un droit. Et donc, comme c'est un droit exigible, eh bien évidemment, il y a une tension. Il y a une tension éthique parce que s'il y a un droit, ça veut dire qu'en face, il y a un devoir. Et donc, qui va accomplir ce devoir? Imaginez une société où tous les médecins, d'un coup d'un seul, disent ben moi, je fais voir la clause de conscience. On voit que notre système ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais donner un exemple un petit peu rapide, mais supposons qu'on rétablisse la peine de mort. Très bien, la France vote la peine de mort à nouveau. Il faut trouver un bourreau, il faut trouver quelqu'un pour la guillotine. Oui, mais personne ne veut faire ce métier. Voilà. On les paye de plus en plus grassement, alors on finira par en trouver, je reconnais. Mais supposons qu'on ne trouve personne pour faire le métier. Ben, il y a une tension. D'un côté, on veut exécuter des gens, mais d'un autre côté, il n'y a personne pour le faire. Bon. Mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux, je le concède. N'empêche que ça veut dire qu'on reconnaît que ça ne va pas de soi de trancher la tête de quelqu'un, que ce n'est pas un métier si confortable que ça et qu'on peut faire valoir la clause de conscience. Hein. Si, indépendamment, je veux dire, de mes propres convictions personnelles, j'avoue que j'aurais beaucoup de mal à guillotiner quelqu'un si on me le demandait, quoi, bien sûr. Donc voilà. Alors, la loi actuelle donc
propose pour l'avortement une exception, et pas seulement d'ailleurs. Hein. Vous avez dans la santé publique 3 cas où on peut utiliser la clause de conscience. C'est l'IVG, bien sûr, les interventions de stérilisation et aussi la recherche sur l'embryon. Hein. Ce sont les 3 endroits où un médecin peut, en raison de la loi, faire valoir sa clause de conscience. Alors, quand on s'est avisé de faire sauter ce verrou, évidemment, il y a eu tout de même, et c'est là qu'il faut être informé quand même du débat, il y a eu tout de même beaucoup de gens pour faire remarquer que dans le code de déontologie médicale, à l'article 47 exactement, il y a un dispositif qui dit que nul n'est tenu, je l'ai sous les yeux quelque part, cet article 47, nul n'est tenu de pratiquer un acte au sens large du terme qui va contre sa conscience. Je lis l'article 47 du Code de déontologie médicale. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Or, le cas d'urgence est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Si vous avez été attentif à ce texte, vous aurez vu qu'il n'est pas du tout question de clause de conscience avec en tout cas ce terme, mais c'est pourtant bien le concept qu'il y a derrière. L'idée ici, c'est de dire la continuité des soins doit se poursuivre. Moi, médecin, en conscience, je ne peux pas les continuer dans les conditions où je me trouve vis-à-vis de mon patient, et donc je dois veiller à ce que le médecin qui me succédera soit bien informé de la situation et je dois transmettre son dossier. C'est tout ce qu'on lui demande, mais c'est évidemment beaucoup. Alors, il y a dans le Code de déontologie un autre article, c'est l'article 18, où il est dit, alors cette fois-ci expressément s'agissant de l'avortement, un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressé dans les conditions et délais prévus par la loi. Là encore, on n'utilise pas le mot de conscience, mais c'est exactement l'idée qui se trouve derrière la rédaction de cet article 18. Et puis, si vous voulez aller jusqu'au bout, il y a un 3e article où il est question cette fois-ci de la conscience. Le mot y figure en toutes lettres. C'est dans un cas bien singulier où comment dire, le secret médical peut recevoir des exceptions. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, le médecin donc alerte les autorités judiciaires et administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. Car même dans ce cas-là, sa conscience peut ne pas l'obliger, parce que la situation peut être d'une complexité que, en son âme et conscience, c'est le cas de le dire, il juge qu'il ne peut pas aller plus loin que là où il va. Voilà. Donc, voilà, là, le mot conscience est clairement utilisé. Alors, pour la petite histoire, mais ça n'a pas un intérêt direct, c'est issu de la loi du 2 février 2016. Il y a un article qui a été ajouté, un paragraphe qui a été ajouté à l'article 37, celui qui concerne l'obstination déraisonnable, où il est dit qu'un médecin a le droit de provoquer une altération de la conscience dans certaines circonstances. Et cette fois-ci, c'est la conscience psychologique, ça n'est plus la conscience morale, bien sûr. Et c'était simplement pour montrer que dans un code de déontologie, il y a matière à réflexion philosophique, puisque vous trouvez une fois le mot conscience au sens de conscience psychologique, état de conscience, et puis une autre fois le mot conscient, donc à l'article 37, alinéa 3, et puis une autre fois, donc dans l'article 44, je crois que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, où le médecin peut apprécier en conscience si oui ou non il doit faire une dénonciation auprès des instances judiciaires. Donc, l'objection qu'on fait en disant, si on fait sauter de la loi actuelle le dispositif spécifique pour l'interruption volontaire de grossesse, ça n'est pas important puisque le médecin il a toujours le droit, article 47, de refuser. Donc pourquoi voulez-vous maintenir? Alors c'est là qu'à mon avis, peu de gens ont vraiment perçu la profondeur du débat.
très peu, y compris des gens pourtant d'habitude bien informés, bien éclairés, y compris des journaux souvent plus experts dans ces questions que d'autres journaux, plus interrogatifs en tout cas. On n'a pas bien vu que, en réalité, quand la loi, c'est-à-dire le législateur en personne, dit une chose, dit une clause de conscience, ça n'a pas la même force, le même niveau symbolique que lorsque c'est un code de déontologie qui, sur le plan juridique, n'a pas du tout le même statut. Je m'explique. Sans être moi-même un juriste spécialisé, loin de là, mais un code de déontologie est validé par le gouvernement. C'est un décret, c'est pas une loi. Et donc, ça n'a pas du tout la même force, ça n'a pas du tout la même. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir supprimer la clause de conscience dans le cas de l'avortement, telle qu'elle figurait, donc je dis bien la loi, dans la loi, et qu'on veut rapatrier tout ça dans le code, parce que précisément, on voit qu'on fait sauter déjà un premier verrou. Et donc, le deuxième n'a pas de raison de finir par suivre. Ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs, parce qu'on pourra se passer à la limite du Parlement et donc d'un débat sociétal, d'un débat public. Donc, vous voyez, je prends cet exemple-là pour dire que, au fond, c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans les pays qui ont cru devoir légaliser l'euthanasie. Les médecins ont toujours une objection de conscience, mais jusqu'à quand et jusqu'où? Vous voyez déjà qu'en Islande et en Norvège, cette clause n'existe plus. Donc, l'évolution ici fonctionne de la manière d'une sorte de bulldozer dont on ne voit pas très bien ce qui peut l'arrêter. En France, je n'ai aucun chiffre, si quelqu'un d'entre vous en a, je suis preneur, je n'ai aucun chiffre sur les médecins qui refusent de pratiquer l'avortement. Il y en a très peu, visiblement, il y en a. Mais en Italie, par contre, j'ai un chiffre. Savez-vous combien de médecins italiens refusent de pratiquer l'avortement alors que la loi est passée en 1978, il y a très peu de temps après nous? 70% des médecins italiens refusent de pratiquer des avortements. C'est-à-dire qu'il y a que, si on peut dire, 30% des médecins. Donc, on voit que c'est quand même une question qui nous renvoie précisément à la distinction du moral et du légal, hein, pour utiliser ces mots-là. Ça va faire, oui, ça fait 1 heure presque, non pas tout à fait, mais enfin, ça fait une petite heure que je parle, c'était le temps que je m'étais donné. Et donc, peut-être qu'on pourrait passer, si vous le souhaitez, à un petit échange avec ceux qui sont ici. Je précise quand même une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il n'y a pas que les médecins qui sont concernés, évidemment, par comment dire, la clause de conscience. Il y a les sages-femmes. Et justement, un certain nombre de parlementaires ont songé à ce qu'on maintienne la clause de conscience pour les médecins, mais qu'on la supprime pour les sages-femmes, s'agissant toujours de l'exemple de l'avortement que j'ai voulu prendre ici. Et puis, il n'y a pas que les médecins qui peuvent la faire dans la législation actuelle, il n'y a pas que les médecins qui peuvent l'invoquer, il y a aussi les ingénieurs ou les laborantins qui peuvent aussi l'évoquer. Voilà, donc il peut y avoir aussi, au sens large du terme, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'article 47, on peut refuser des thérapeutiques qu'un malade peut exiger. Enfin, la liberté de prescrire reste jusqu'à nouvel ordre, évidemment, de la liberté complète du médecin. On n'a pas encore osé inventer une décision qui serait prise unilatéralement par un malade qui exigerait telle thérapeutique plutôt qu'une autre. C'est toujours une décision partagée, c'est toujours une décision qui échoit tout de même ultimement au patient, mais avec c'est-à-dire dans une relation, le soignant. Voilà. Donc le soignant n'est pas un prestataire de service, et le client n'est pas ici en position de consumériste. Il y a cette relation qui est un pacte de confiance finalement, qui définit le type de rapport qui régit le lien entre un patient et son médecin. Voilà, donc.